Nous parlons aujourd'hui à propos des zones humides, les marais, les étangs, les lagunes. Chez nous, en Languedoc-Roussillon, ces zones représentent 45% de la surface nationale des lagunes. Il s'agit là d'une véritable richesse, car non seulement elles abritent des nombreuses espèces végétales et animales, mais de plus, elles jouent un rôle essentiel dans la régulation de la ressource en eau, l'épuration et parfois la prévention des crues. On pourrait donc penser que ces zones font l'objet de toutes les attentions, qu'elles sont particulièrement protégées. Eh bien, pas vraiment, tout au moins jusqu'à ces dernières années, car précisément, à cause de leur richesse, de leur emplacement entre la mer et la terre, de leur beauté sauvage, elles sont l'objet de toutes les convoitises, urbanisation, développement touristique. Il faut savoir que les zones humides ont diminué la surface des zones humides a diminué de moitié au cours du siècle dernier. Mais heureusement, les États ont réagi et développé des programmes de protection de ces zones, et plusieurs conférences internationales se sont tenues, qui, contrairement à beaucoup d'autres domaines, ont été suivies d'effets. C'est le cas notamment de la conférence internationale de Ramsar, dont nous reparlerons et que la France a ratifiée il y a une quarantaine d'années. On peut dire que la préservation des zones humides est en marche. Les programmes européens sont déployés, dont le programme Life Lagune Nature, Lag Nature. Mais est-il possible de concilier préservation de ces zones et développement touristique, d'accroître la protection tout en développant la fréquentation? Il faut pour cela réfléchir, agir autrement. C'est ce que nous diront certainement nos invités. C'est pour sensibiliser à ces problématiques que se tiendront à partir de samedi prochain, 28 janvier jusqu'au 5 février, les Journées mondiales des zones humides. Nous aurons l'occasion tout au long de l'émission d'évoquer les différentes manifestations qui se tiendront en région. Dans vos balades, vous avez certainement croisé ces logos, Natura 2000, Opération Grand Site. Savez-vous ce qu'ils recouvrent vraiment comme action ? Vous êtes invité souvent à des comportements responsables. Connaissez-vous leur finalité ? N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez vu des sites évoluer au fil des ans, faites-nous part de vos remarques, de vos étonnements. Dans tous les cas, appelez le 04 67 55 85 50. À propos, 04 67 55 85 50. À mes côtés, des spécialistes de la protection des zones humides. Nathalie Barré, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication et de l'administration des bases des données du pôle relais des lagunes méditerranéennes, mais surtout vous êtes en charge du réseau des gestionnaires des lagunes méditerranéennes. Alors, quelle est la finalité du pôle ? Le pôle, justement, a des missions de transfert de connaissances sur ces milieux littoraux, que sont les lagunes, qu'on appelle également étangs littoraux. Nous devons donc capitaliser des connaissances bibliographiques, des annuaires de compétences également donc sur les membres de ce réseau dense qui travaille sur les lagunes. Nous les capitalisons et nous les remettons à disposition aussi bien à l'échelle locale auprès de nos partenaires comme à l'échelle aussi nationale. En fait, nous avons un lien dans les deux sens. D'accord, donc on verra tout ça. Et vous êtes aussi le gestionnaire, vous avez en charge le réseau des gestionnaires. Alors votre rôle, c'est quoi ? C'est un rôle d'animation, voilà, en fait, au sein d'un ensemble de gestionnaires des lagunes. Et il y en a beaucoup ? De gestionnaires, oui, beaucoup, on va dire autant qu'il y a de lagunes en Méditerranée. Et nous avons donc un rôle de récupérer leurs informations sur le suivi de la qualité de leur milieu. Et alors vous coordonnez les gestionnaires, vous dites en Méditerranée ou en région ? Interrégional, Languedoc-Roussillon, PACA et Corse. C'est pour ça que je dis Méditerranée, mais française. Ça vous fait combien de personnes ? À gérer au niveau du réseau, ça en fait déjà, j'ai même pas compté, un bon nombre. Oui, on se retrouve en général entre 20 et 30 en réunion de gestionnaires. Donc vous nous parlerez précisément du déploiement de toutes les démarches de préservation et de leur cohérence. À mes côtés aussi, Ludovic Foulque, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chargé de gestion littorale, responsable des salines de Villeneuve, c'est-à-dire l'ancien site des salins de Villeneuve-les-Maglones. À cette radio, on connaît bien Maglones et Villeneuve-les-Maglones. Alors, pendant combien de temps, au fait, ces salins ou ces salines ont été exploités ? Alors, ou jusqu'à quand ? Les salins de Villeneuve, ils ont été exploités à partir du XIIe siècle, donc dès l'Antiquité. Oui. Ensuite, ils ont été fermés par un édit d'Henri IV. Tous les salins méditerranéens ont été fermés par un édit d'Henri IV.
Et ils ont été rouverts après la Révolution française avec l'abolition de la gabelle. Et ils ont été exploités jusqu'en 1970. Ah oui, donc il y a certainement beaucoup de gens qui se souviennent d'avoir oui, tout à fait. C'est une identité culturelle très forte pour la commune de Villeneuve. Et donc vous nous parlerez plus particulièrement des actions menées pour concilier fréquentation et protection. Voilà, du projet des Salins et comment on peut gérer la fréquentation sur un site naturel protégé. Enfin, à mes côtés, Pauline Constantin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission littorale au syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise. Alors, c'est dans le Gard, mais la Camargue fait partie de tout le Languedoc. Tout à fait. Alors, quelle est la zone que vous couvrez ? Alors, le syndicat mixte de la Camargue gardoise, qui est à l'initiative du département du Gard, en fait, a voulu associer les 8 communes du sud du département, c'est-à-dire au nord, ça part de Saint-Gilles-Vauvert, jusqu'à la commune littorale du Grau-du-Roi, pour travailler ensemble sur la valorisation du patrimoine. Et alors, votre rôle ? Et mon rôle, alors je vais peut-être parler au titre de tous mes collègues, puisqu'on travaille tous pour la même mission, c'est de réussir à valoriser et à préserver le patrimoine local, et à savoir surtout à travers la sensibilisation et l'éducation de nos habitants à cette richesse. À propos, 04 67 55 85 50. Alors, les zones humides, on va commencer par la définition. De quoi s'agit-il exactement ? Est-ce que toutes les zones avec de l'eau peuvent être qualifiées de zones humides ? Non, ce serait trop Nathalie. large. Ce serait trop large, en fait, de prendre en compte tous les milieux qui possèdent un petit peu d'eau. Bon. Nous avons quand même, dans une définition large, des zones humides, celles qui sont prises en compte, notamment au niveau de Ramsar et d'autres donc, outils de préservation. On va prendre les marais, littoraux, les étangs, les lacs, des réserves d'eau aussi, quand même, donc des milieux artificialisés. Comme le Salagou, par exemple. Comme le chez Salagou, nous. des marais salants. On ira même jusqu'aux petites zones humides comme les mares, les mouillères. Voilà, donc vous allez des tout petits petit. étangs. Ça va, voilà, jusqu'à du très petit. Et également... Ludovic ? Ça peut également être des zones qui s'assèchent temporairement. C'est pas forcément des zones qui sont toujours à nous. Ah d'accord. Donc les marais. Les marais. Les marais, les mares temporaires, les anciens salins sont des sites qui s'assèchent à une période de l'année. Et alors, donc si je comprends bien, on va avoir des milieux aquatiques et ce qu'on appelle des zones humides. Alors, qu'est-ce qui permet au commun des mortels, moi, si je me balade, de les différencier ? Comme ça, de prime abord, on va parler aussi bien de milieux aquatiques que de zones humides. En fait, dans la définition, c'est pas très exhaustif au niveau des mots. Voilà, en plus, comme disait Ludovic, il va y avoir un aspect plus ou moins permanent de l'eau sur ce milieu-là. Ouais. Donc, quoi qu'il en soit, ils retiennent notre attention parce qu'ils ont tous une certaine richesse. Voilà, c'est ça qui est important aujourd'hui. Et c'est ni lié à la profondeur, ni lié à la Il faut pas que ce soit trop faune, profond. à la flore. C'est lié, l'intérêt est aussi lié à la faune et à la flore, mais en effet, ce ne sont pas des zones humides, enfin des milieux trop profonds. Voilà. Alors, si je comprends bien, seules les zones humides sont protégées. Et quel est le rôle de ces zones humides ? Diverses. Il y a diverses fonctions en fait à la zone humide, aussi bien au niveau de l'épuration des milieux. Il y a de l'eau qui arrive donc des abords de ces zones humides qui arrivent dans ce milieu, qui vont être, on va dire, nettoyées en quelque sorte naturellement. Elles vont avoir des fonctions aussi de rétention des eaux venant des crues. Donc très importante dans le cadre de lutte contre les inondations. Donc il est important de les préserver. Chez nous, dans le département, Justement, quand on prend par exemple le cas des lagunes, elles viennent juste derrière certaines communes qui sont considérées un peu comme quand même sur le littoral. On peut penser à Montpellier, Latte. Bon. Et en fait, juste après ça, on a des communes comme Palavas et d'autres. Donc les lagunes vont quand même accumuler une grande quantité d'eau en période d'inondation. Elles servent de tampon. Voilà, elles servent complètement de zone de tampon et de zone aussi d'épuration naturelle. Donc ça permet de maintenir quand même une bonne qualité d'eau de baignade, notamment l'été, sur le milieu littoral. Ludovic ? Oui, il ne faut pas oublier aussi que les lagunes sont support d'activités économiques et de loisirs. Bien sûr. Oui, bien sûr.
Et, Pauline ? Oui, les zones humides en général, en fait, c'est là où il y a une interaction entre des milieux aquatiques et le milieu terrestre. C'est ce qu'on disait, c'est plus ou moins temporaire. Et donc, il ne faut pas oublier que si c'est en interaction avec le milieu terrestre, elles abritent souvent aussi une flore et une faune très particulière liées à ces milieux-là, quoi. Qu'on ne retrouve que là. Qui sont assez rares en général, voilà. C'est des zones où il y a pas mal d'espèces protégées. Et alors, j'ai envie de vous poser une question. A contrario, quel est le prix de la destruction si on ne les protège pas ? Qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'on n'a pas quand même des inondations tous les jours. Non, c'est sûr, mais on perd en tout cas des zones tampons qui sont sacrées aussi bien pour des espèces animales, végétales, comme pour l'homme, puisqu'on parle même aujourd'hui qu'elles contrebalancent certains effets climatiques. Donc dans la région, ça nous permet, en cas de sécheresse sur la saison estivale, d'avoir un petit peu on va dire, d'humidité dans l'air. De manière générale, c'est un peu comme ça qu'on peut le voir, comme quelque chose qui tamponne des aléas de saison ou du climat. À propos, 04 67 55 85 50. Alors, ces zones humides sont protégées par la Convention de Ramsar. C'est un nom que nous avons déjà prononcé 3 ou 4 fois. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, la Convention Ramsar, c'est un traité intergouvernemental, le seul à l'échelle mondiale qui traite de ces écosystèmes, donc les zones humides. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a 160 pays qui sont signataires de cette convention qui vise à l'utilisation rationnelle et à la conservation de ces milieux-là. Donc l'idée, c'est toujours de s'inscrire dans une démarche de développement durable sur les zones humides. On peut maintenir des activités. Elles sont d'ailleurs... ce sont des milieux avec principalement des activités humaines traditionnelles et des nouvelles qui se mettent en place. Donc le tout, c'est de maintenir ces milieux en qualité. Oui, parce qu'on comprend bien que chez nous, on a vu, mais j'imagine que ailleurs dans le monde, ça peut avoir de l'influence sur la santé, parce que le palu et tout ça, je pense que ça doit jouer. Oui, enfin le palu, c'est une conséquence de ces zones humides. C'est une conséquence quand une zone humide a été aussi un peu maltraitée ou à l'époque, c'était aussi une raison liée aux moustiques. Nous, on en a eu peur, d'ailleurs, si on remonte des décennies en arrière. Et ça a donné des raisons, après, aussi à la démoustication, pour assainir, je parle entre guillemets, pour assainir ces zones. Et alors, vous me disiez que c'est la protection de tous les aspects de la biodiversité, finalement. Est-ce qu'on peut dire ça ? Alors ça, oui, vous voulez la parole, Ludovic ? Juste pour préciser sur la Convention de Ramsar que c'est lié à la migration des oiseaux. Les zones Ramsar sont des zones d'importance internationale pour l'accueil des oiseaux en migration. Ah oui, donc effectivement, la reconnaissance de ce label est liée à ça aussi. Oui, tout à fait. Alors, justement, est-ce que ce label, parce que c'est un label, est-ce qu'il protège la zone humide, sa flore, sa faune, mais est-ce qu'il va protéger, par exemple, un habitat qui serait spécifique de la zone humide ? Est-ce que ça prend en compte aussi la sociologie liée à cette zone humide ou pas ? Oui, les labels Ramsar, les sites Ramsar, en fait, ce sont des territoires d'activité, des territoires sociaux où il y a des gens qui y habitent, dans lesquels, effectivement, on va retrouver ces zones humides précisément, mais il y a tout ce qu'il y a autour. En général, un site Ramsar, il est composé de plusieurs composantes. Il y a le cœur, donc qui va être la zone humide, qui, elle, est vraiment, on va dire, un peu sacrée, c'est la nature, c'est un peu sauvage, mais tout autour, ce sont des zones un peu tampons, des zones périphériques qu'on appelle, dans lesquelles vivent les hommes du territoire et ont des activités et donc des interactions positives ou négatives sur ces zones humides. Et donc le label permet d'essayer que la politique globale sociale de ces territoires soit en accord pour être dans des interactions au maximum positives. Oui. Voilà. Et alors, vous nous parliez des migrations d'oiseaux, mais quels sont les critères d'attribution de ce label ? Alors les critères d'attribution, c'est sur le nombre effectif qu'accueille un site en oiseaux. Donc au départ, c'était sur les oiseaux reproducteurs, puisque ce qui est important sur le cycle biologique des oiseaux, c'est qu'ils puissent se reproduire pour pérenniser leurs espèces. Aujourd'hui, on comptabilise également les oiseaux migrateurs de passage et aussi les oiseaux qui viennent hiverner. Et donc c'est sur un nombre sur un site qu'il prend une importance, et donc il va être mis en avant par le fait qu'il y a tous ces oiseaux et finit par être labellisé Ramsar.
Alors, citez-moi un exemple de labellisation d'un site labellisé. Bien, vous avez le site Ramsar des étangs palavasiens, donc un site qui fait environ 6000 hectares, qui est compris entre Frontignan et Palavas, donc c'est tous les étangs, toutes les lagunes qui sont entre Frontignan et Palavas, et également les zones humides périphériques attenant à ces étangs. Vous avez également le site Ramsar, Camargue et Étang de l'Or, donc ils sont ensemble puisqu'ils fonctionnent un peu en unité écologique identique, même si on est à cheval sur deux départements, même deux régions aussi, puisque ça va jusqu'en Camargue, qui est en région PACA, et donc voilà, qui est un autre site Ramsar juste à côté des étangs palavasiens. Et alors, est-ce que ces sites ont des caractéristiques propres? Est-ce que les étangs palavasiens ont des caractéristiques différentes de l'étang de l'Or? Ou est-ce que ça reste des étangs avec une faune, une flore à peu près semblable? Chaque site va avoir des spécificités, mais dans l'ensemble, ça reste quand même des zones assez homogènes, hein. Après, on va avoir des zones plutôt en marais d'eau douce, des zones plutôt saumâtres, on va avoir des endroits avec de la végétation qui diffère un peu, du coup on va retrouver des espèces un peu différentes d'un site à l'autre, mais dans l'ensemble on va dire que au niveau paysager ça se ressemble quand même, quoi. Alors on vient de bien cerner ce qu'était une zone humide, donc avant de voir quels sont les... Donc je vous le disais, nous venons de voir l'importance de protéger les zones humides, compte tenu de leur rôle, mais quelles sont les menaces? L'homme n'est quand même pas le seul prédateur dans cette affaire. Oui, mais l'homme a causé déjà beaucoup de tort, malheureusement, dans cette affaire. Donc aujourd'hui, on en est quand même à tirer des conséquences du mal qui a été fait. Si on regarde à l'échelle de l'Hérault, on a des exemples sous les yeux, tels que l'urbanisation mal contrôlée. Donc certaines années, si on revient un petit peu en arrière, nos stations touristiques créées sur le littoral visaient à... référence à la Grande Motte? Oui, et pas que, parce qu'il y a eu 5 grandes unités touristiques qui se sont donc créées en Languedoc-Roussillon pour concentrer en fait les touristes qui partaient en Espagne, les concentrer sur le Languedoc-Roussillon qui, avant les années 70, n'avait pas beaucoup d'attrait touristique. Donc là, on voit qu'en fait, au niveau des constructions, il y a une entrave en fait au fonctionnement des milieux lagunaires, déjà parce que beaucoup de zones ont été comblées dans ces périodes-là, notamment la Grande Motte et pas que la Grande Motte. Donc beaucoup de connexions, on va dire hydrauliques et des connexions dans le milieu pour les espèces, pour la faune comme pour la flore, qui ont été interrompues. Donc le fonctionnement des lagunes a été complètement mis à mal. Voilà. C'est un exemple, l'urbanisation. Aujourd'hui, on peut également parler du public qui se rend sur ces zones humides, la fréquentation touristique, par exemple, mal gérée, peut amener également beaucoup de contraintes en fait à ces milieux. D'ailleurs, Pauline, comme Ludovic, pourront en parler tout à l'heure dans le détail sur leur site. Nous avons après d'autres éléments liés à la pollution des milieux. Par exemple, des grandes villes comme Montpellier en fait amènent un lot de produits d'hydrocarbures et autres produits chimiques dans les milieux qui finalement dans l'eau qui reviennent aux lagunes. C'est difficile donc de toujours bien contrôler ce flux en fait d'éléments chimiques. Il y a beaucoup de travaux qui sont menés de toute façon pour résorber ou limiter en fait ces éléments qui entrent dans le milieu. Voilà donc quelques menaces qu'on retrouve encore aujourd'hui. Alors vous dites la fréquentation mal gérée. Alors je sais bien qu'on va revenir à cette gestion quand on va voir les solutions, mais vous entendez quoi par mal gérée? Qu'on laisse libre les touristes de batifoler là où ils veulent. Et oui, tout le monde n'est pas cantonné. Quand on se rend sur le littoral, à certains endroits encore, on peut aller librement dans les dunes. C'est une façon de visiter le paysage. Et heureusement qu'il y a cette liberté, mais le problème, c'est que la liberté n'est pas toujours accompagnée d'une sensibilisation. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travaux dans ce sens-là. Alors, ces zones, vous nous avez parlé de l'urbanisme, des tourismes, mais ces zones... Vous le disiez, Pauline, tout à l'heure, font partie d'un environnement, économiquement, ce sont des zones où l'on cultive, où l'on produit. Alors, quel est l'impact, justement, de l'agriculture, de la conchyliculture, par exemple?
Alors, Je sais bien que vous allez me dire qu'on essaye que ça se passe le mieux possible. on essaie Mais exactement. si vous n'étiez pas là et si vous ne mettiez pas en place des programmes. Non, il n'y a pas que nous qui mettons en place des programmes. Les agriculteurs eux-mêmes en sont capables. C'est vrai qu'il y a eu des périodes d'agriculture où l'agriculture intensive avait été prônée pour le développement économique, où on introduisait énormément de produits, de pesticides, de tout ça, qui revenaient dans les nappes phréatiques, qui revenaient vers les milieux aquatiques, tampons, dont on a parlé tout à l'heure, donc ces zones humides, qui peuvent effectivement jouer ce rôle tampon et en absorber un peu, mais quand il y en a trop, elles peuvent plus. Donc du coup, effectivement, l'agriculture est assez nuisible sur ces zones. Par contre, effectivement, maintenant, on développe de plus en plus une agriculture qu'on dit raisonnée ou même biologique, qui s'affranchit de plus en plus de ces traitements, et donc on essaye au maximum de résorber les pollutions qui partent vers les zones humides. Mais est-ce qu'on a vraiment un pouvoir ? Vous avez un agriculteur sur une zone qui finalement utilise des pesticides. Vous allez lui dire, monsieur, ne faites pas ça. Mais est-ce que vous avez un moyen de sévir, un moyen de le contraindre ? Alors, il existe plusieurs moyens, ne serait-ce que l'aspect financier, puisque l'Europe est très regardante, par exemple, et la politique agricole commune est quand même une forte source, on va dire, de revenus pour les agriculteurs. Il y a des enjeux économiques mais environnementaux, et elle fait la part des choses et elle est capable d'imposer aussi des règles. Il y a aussi des politiques qu'on va dire volontaires, donc c'est pas effectivement du réglementaire mais c'est de l'ordre de la contractualisation. C'est les programmes Natura 2000, donc de préservation des territoires en site Natura 2000, où là on engage les agriculteurs à travailler à travers des pratiques, et ils sont en compensation rémunérés s'ils prônent des valeurs de réduction des pollutions et donc des zones humides derrière aussi. Ça, donc les réglementations, l'Europe quand même incite à un certain équilibre. Loïc, vous voulez parler ? Ludovic, pardon, vous voulez parler ? Juste dire qu'il y a effectivement la problématique des agriculteurs, mais il y a également tous les gens à leur échelle aussi qui peuvent avoir un impact sur ces zones humides. Quand on désherbe par exemple notre jardin avec du désherbant qui sont très toxiques pour le milieu naturel et qui vont se retrouver dans les nappes phréatiques, qui vont s'infiltrer dans les cours d'eau puis dans nos étangs. C'est également le cas des collectivités qui utilisent aussi des produits qui ne sont pas toujours adaptés. Et nous, sur les étangs palavasiens, le syndicat des étangs littoraux porte un programme qui s'appelle Vert demain, qui est un programme de sensibilisation de la population et des collectivités à ne plus utiliser de pesticides ou à comment réduire les pesticides qui arrivent dans nos lagunes et nos cours d'eau. Oui, mais quand on vous dit d'utiliser le marc de café ou le thé pour tuer les pucerons, est-ce que c'est efficace, ça ? Eh bien, écoutez, il faut essayer et puis vous me direz. D'accord. Alors, on a parlé des hommes, certes, mais dans la région, tout le monde sait, surtout en Camargue, que les ragondins font des dégâts terribles. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai, mais le ragondin est quand même une espèce importée par l'homme. Oui. C'est une espèce Et oui, je crois qu'il exotique. Un jour, il s'est échappé. Et il s'est senti bien chez nous. Bon, la preuve que notre environnement était bon, et il a un peu proliféré. Et on n'a pas vraiment su voir venir la chose ou maîtriser la chose, entre guillemets, si encore l'homme intervient là-dessus, parce que, a priori, on n'est pas censé non plus maîtriser les différentes reproductions animales. Après, c'est vrai que maintenant sa population est très forte, il pose des dégâts, il pose des problèmes, alors pas de pollution vis-à-vis des zones humides, mais plutôt de gestion de l'eau, puisqu'ils détruisent effectivement les digues pour faire leurs terriers, qu'ils ont tendance aussi à manger les racines des roseaux, ce qui peut détériorer une roselière, qui est à la fois un milieu naturel extraordinaire, mais aussi une ressource économique. Chez nous, on a la coupe du roseau pour faire les toits en sagne. C'est moins une culture qu'il y a dans l'Hérault, mais c'est aussi une tradition qui est très très présente et dans la culture de la région Languedoc-Roussillon. Donc, oui, mais voilà. J'ai lu, vous allez me dire si c'est vrai que quand même cette action sur les réseaux est importante. La taille des roseaux est passée de 4 mètres à 1 mètre en 20 ans. Donc c'est vraiment une diminution économique importante parce qu'ils sont difficilement utilisables maintenant ces roseaux. Alors, ça va dépendre des roselières, et la qualité d'une roselière, effectivement, peut s'atténuer très très rapidement. Elle est très sensible, c'est un milieu très très sensible, mais on peut pas imputer le ragondin à la diminution de sa qualité. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte, extérieurs, notamment la qualité de l'eau, notamment la densité du roseau aussi, voilà, l'intervention ou pas.
Alors, vous nous avez dit qu'effectivement, le ragondin s'était échappé et c'était l'homme qui l'avait introduit. Et je crois qu'il y a aussi ce qu'on appelle les invasions biologiques qui arrivent du fait du commerce et on voit arriver des plantes qui colonisent. Est-ce que l'un de vous peut m'en parler ? Sur différents sites, je pense Oui, que, tout à fait. par exemple, le palavasien. À l'échelle de tous les sites naturels, je pense, il y a des espèces qu'on dit invasives ou envahissantes, qui sont soit des espèces de la faune, soit de la flore. Alors pour la faune, on peut parler de la tortue de Floride, par exemple, qui, par exemple, sur nos lagunes ou surtout sur nos marais doux d'ailleurs, va avoir un impact sur les populations de tortues cistudes, qui est une tortue de la région, enfin même de la France, autochtone quoi, d'ici. Et en fait, cette tortue de Floride, qui a été également relâchée par l'homme, va avoir un impact sur les populations de tortues cistudes parce qu'elle va prendre leur place, elle va avoir un impact sur la nourriture également, la ressource trophique. On peut parler également de l'écrevisse américaine, qu'on va retrouver en grand nombre dans nos marais, et qui va avoir pareil un impact sur les digues, des choses comme ça. D'un point de vue floristique, on peut parler de beaucoup d'espèces. Dans les milieux aquatiques, on va retrouver la jussie, qui est une espèce qui a été introduite pour l'aquariophilie. Les gens vont mettre des plantes qu'ils ont achetées dans les magasins dans leur aquarium. Quand ils vont nettoyer leur aquarium, ils vont jeter dans les toilettes ou dehors même. Et les plantes vont se développer, se retrouver dans le milieu naturel, par exemple. On peut parler d'espèces qui sont achetées dans les jardineries pour décorer les jardins, comme l'herbe de la pampa, c'est cette espèce de grande herbe qui fait des jolis plumeaux, qui est une espèce très très invasive et qui va énormément se disséminer sur notre littoral méditerranéen, par exemple. Mais alors, tous sans le savoir, nous avons une action qui est dramatique. On peut le voir comme ça. À l'échelle de nos jardins, malheureusement, on va retrouver beaucoup d'espèces qui peuvent coloniser les zones humides et remplacer les espèces autochtones. Alors, est-ce que, par exemple, vous envisagez d'avoir une petite note, que les jardineries le disent, ça, quand on achète ? Justement. Alors, il y a beaucoup de programmes et nous, gestionnaires de lagunes, on y est pour quelque chose, mais il y a plein d'autres partenaires où on travaille de plus en plus à identifier ces espèces, à sensibiliser le public, mais aussi, évidemment, les producteurs de ces espèces, donc les pépiniéristes, même le droit français maintenant commence à intervenir pour empêcher la vente de certaines espèces qui sont vraiment avérées, on va dire, dangereuses pour nos milieux naturels. Et puis après, à nous de travailler aussi auprès des gens pour plus qu'ils n'achètent ces plantes et qu'ils aillent vraiment faire des espèces endémiques, des espèces de la région, plutôt que des belles espèces exotiques. D'accord, alors on le voit bien, tout ça c'est affaire d'équilibre et que ça n'est pas l'attitude naturelle de l'homme. Alors, les réactions des politiques en général, c'est de mettre en place des règlements ou des projets. Alors là, les projets sont nombreux. J'ai cité en commençant, on parle de Natura 2000, on parle d'Opération Grand Site. Vous allez me dire si c'est tout ça à mettre dans le même, dans le même cas. Le projet Life Lac Nature. Tous ces projets, est-ce que ce sont des couches qu'on empile ? Est-ce qu'ils sont complémentaires ? Est-ce qu'ils sont menés parallèlement ? Quelle est leur différence ? Qui me fait vite un petit panorama de la spécificité de chacun. Alors, je vais essayer de vous répondre. C'est pas évident. C'est vrai la France empile beaucoup de couches. Là, on n'est pas dans un empilement parce que chaque type de projet, chaque nature de projet dont vous avez cité les noms, sont un peu différents. Ils s'adressent pas forcément aux mêmes personnes et ils sont pas animés de la même façon avec les mêmes objectifs. Par contre, ils sont montés la plupart du temps en cohérence puisque c'est souvent les mêmes structures qui les animent ou alors des structures qui se parlent entre elles, on va dire. Et ils sont en cohérence et en parallèle, ce qui fait qu'on a une action globale plutôt forte. Pour Natura 2000, c'est une politique européenne qui s'adresse à la préservation des habitats dont vous parliez tout à l'heure, donc de tous les espaces, les milieux naturels qui ont un intérêt particulier à préserver parce que présentant un rôle écologique fort ou présentant des espèces patrimoniales rares et protégées. L'opération Grand Site n'a pas du tout à voir avec les milieux naturels, mais plutôt avec, d'une part, les paysages, puisqu'elle concerne les sites classés, ou le patrimoine culturel, puisque dans les sites classés, on retrouve aussi des bâtiments historiques, l'architecture. Et c'est les espaces qui sont menacés par une forte fréquentation, puisqu'ils sont, on va dire, très plaisants, et beaucoup de gens viennent les voir ou viennent s'y promener.
Et c'est ces espaces-là où on est amené, l'opération Grand Site, c'est un projet qui permet de gérer la fréquentation, de proposer des aménagements ou de la sensibilisation pour faire en sorte que la fréquentation se maintienne sans abîmer, sans détruire le patrimoine. Alors, citez-moi un exemple. Qui est Grand Site ? Certes, dans le Gard, vous allez me dire, mais aussi dans l'Hérault. Alors, dans le Gard. Dans le Gard, nous sommes Grand Site, donc la Camargue gardoise est un grand site. On a une opération Grand Site qui est menée. Il y a, par exemple, des marais, l'accès à un bâtiment qui a été sécurisé avec un beau platelage pour se promener, où dessus on a des panneaux de sensibilisation à la faune, la flore et à l'histoire de ce site et à sa vocation historique. Après, d'autres sites classés, il y en a beaucoup, puisque en fait, il y a la région Languedoc-Roussillon compte 19 sites classés. C'est la plus grosse, on va dire, c'est la région qui comporte le plus grand nombre de sites classés. Donc, vous allez retrouver le Salagou, vous allez retrouver le cirque de Navacelles et les gorges de la Visse. Il va y avoir les gorges du Tarn. Vous aurez également... après, je vais pas... Il y a le site de Poly. Bref. Il faut pas oublier le site des Salins de Villeneuve. Voilà. Qui sont sites classés, mais peut-être pas en opération Grand Site. Non, c'est classé uniquement. Mais donc, il y a énormément... sur notre région, on a vraiment un très fort capital. C'est une région très touristique. Et c'est une région qui a aussi un patrimoine énorme. Et il va falloir associer les deux, ce qui n'est pas évident. Et les opérations Grand Site, dans les sites classés à forte fréquentation, sont là pour nous aider. Ce sont des opérations. Donc on a bien vu la différence entre Nature à 2000 et l'opération Grand Site. Alors le projet Life Lac Nature. Oui, c'est un projet en fait, qui émane du pôle relais lagune méditerranéenne. Donc on s'est penché justement sur cette réflexion d'avoir un projet qui nous amène à travailler, à être vraiment dans l'opérationnel avec les gestionnaires, donc travailler sur des grandes thématiques, par exemple donc gestion de la fréquentation, gestion des espèces invasives, j'en ai oublié une grande thématique donc menée par le LIFE. Il y a tout ce qui est restauration d'habitat, voilà, donc, restauration écologique, on va dire. Il y a 5 sites pilotes en fait au sein du projet Life Lac Nature. Donc, dont fait partie d'ailleurs Pauline, donc en Camargue gardoise, Ludovic sur les Palavasiens. Nous avons également l'étang de Sals-le-Cat. Nous avons aussi l'étang de l'Or, c'est vrai. Et la basse plaine de l'Aude, la basse vallée de l'Aude. Voilà, sur l'étang de Vindre. Alors, tout ça, vous dites, ça fait beaucoup. Qui est responsable de la cohérence ? Parce que c'est vous, mais il faut coordonner. Qui... Parce qu'on a l'impression que ce n'est pas les mêmes personnes qui sont sur tous les projets. Ah non, mais là, il y a des coordinateurs donc pour le projet Life Lac Nature. Il y a une coordinatrice et une autre personne aussi qui travaille sur cette coordination et sur la communication. Et puis, on a également les gestionnaires qui travaillent avec eux. Mais à l'échelon de la région, parce qu'on voit bien que, par exemple, le projet Life Lac Nature, c'est la conservation des espaces naturels, mais ça se fait sur des sites Natura 2000. Il y a quand même une imbrication entre. Pauline. Oui, donc le projet Life Lac Nature, il est porté par un seul coordinateur global pour la région, qui est le Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon, via le pôle relais lagune. Et ce coordinateur est chargé de mettre en lien les 5 sites dont on a parlé tout à l'heure, leurs gestionnaires. Ces gestionnaires-là sont en général des syndicats mixtes dans lesquels ils sont aussi porteurs de l'action Natura 2000 sur leur territoire. Ce qui fait que dans les actions définies par le programme, on est très en cohérence avec la politique locale ou régionale définie au niveau Natura 2000, au niveau Opération Grand Site. Le projet propose plus que ce qui est déjà proposé par les opérations Grand Site et Site Natura 2000. Sinon, l'Europe refuserait de financer tout ça. Donc, en fait, on essaye d'aller... Le programme permet d'aller un peu plus loin sur des interventions peut-être plus petites et plus innovantes, plus expérimentales, on va dire, à remettre après à l'échelle plus large selon les résultats obtenus. Et l'échelle plus large sera au travers d'une opération Grand Site ou de la politique Natura 2000 pour le portage après. Mais si je comprends bien, c'est exemplaire, parce qu'il n'y a pas de doublon, tout le monde marche la main dans la main. Celui-là, en tout cas, le programme Life Lac Nature a très très bien fonctionné et est effectivement très exemplaire dans le sens où le projet est porté par des gestionnaires qui ont connaissance de tous les autres projets de préservation de leur territoire. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les projets Life, mais en général, ce sont des actions complémentaires à des politiques de préservation du territoire mis en place.
Nous venons de voir les menaces et les politiques mises en place pour protéger les zones humides avec les spécialistes de la mise en œuvre de ces programmes de protection, que sont Nathalie Barré du pôle Relais Lagune Méditerranée, Ludovic Foulque, responsable des Salines de Villeneuve, et Pauline Constantin du syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise. Donc nous sommes à la veille des journées mondiales des zones humides. Alors sur le terrain, quelles sont les actions concrètes que vous avez réalisées? Est-ce qu'elles sont payantes? Dans quelle mesure? D'ailleurs, y a-t-il des résultats mesurables? Alors, quelles sont les actions qui se font en général? Alors, moi, je vais prendre Ludovic. l'exemple des Salines de Villeneuve, puisque c'est un site concret. Donc, par rapport à la gestion de la fréquentation et à l'accueil du public, on va essayer de définir certaines zones sur le site qui vont être ouvertes au public, d'autres qui vont être mises plus en défense en fonction des enjeux naturels, en fonction des espèces qu'on pourra retrouver. Et du coup, on va canaliser le public sur ces zones, sur certaines zones du site et d'autres zones du site où il va pas du tout y avoir de monde. On va également avoir des actions de sensibilisation. Vous avez parlé du programme Live Plus Lac Nature, avec de très fortes actions de sensibilisation, l'impression de plaquettes qui vont être diffusées dans les offices du tourisme, par exemple, l'organisation de journées de concertation avec certains acteurs économiques, comme les chasseurs, les pêcheurs. Oui, justement, on n'en a jamais parlé des chasseurs, des pêcheurs. C'est important sur ces sites-là. Tout à fait. Ils sont une action, en général, ils ont quand même une action positive. Ah oui, tout à fait. Ils sont très impliqués, en général, dans la défense de leur site. On travaille énormément avec les chasseurs et les pêcheurs. Ils nous aident à la gestion du site. Ils peuvent mettre en place des chantiers avec nous. Ils peuvent nous mettre à disposition certains moyens matériels. Nous, sur le site, par exemple, ils peuvent participer à faire des comptages d'oiseaux également. Et du coup, on les rencontre régulièrement. On signe avec eux des conventions également, des conventions de partenariat. Et ça permet... nous, on leur apporte nos compétences. Eux nous apportent les leurs également. Et au niveau du tourisme, alors, parce que je pense que vos partenaires, ce sont les acteurs, les professionnels du tourisme. Est-ce que vous êtes bien reçus par eux? Parce que quand même, vous allez un peu brimer leur espace, vous allez les limiter quand même dans leur action. Moi, je vais parler par rapport au syndicat mixte de la Camargue gardoise. C'est une action qu'on est en train de mener actuellement, là. Et je crois qu'elle est très innovante. Oui, qui est assez innovante dans la mesure où on avait... au préalable, pas tout à fait travailler avec les acteurs du tourisme. Alors les touristes, effectivement, parfois réagissent mal à ce qu'on peut faire, mais on essaye d'anticiper ce qu'ils vont dire. Donc dans des aménagements ou de la sensibilisation, communication, on arrive en général, s'ils sont bien faits, à aller vers ce que l'on souhaitait. Par contre, les acteurs du tourisme, pour nous, on a considéré que c'était des relais et des messagers vis-à-vis de la clientèle qui fréquentait les milieux naturels et qui allait pratiquer les activités qu'ils ont envie d'y pratiquer. Et que finalement, il était important de les rencontrer et éventuellement de voir avec eux s'ils avaient conscience de la richesse et du patrimoine que l'on avait et s'ils avaient confiance que certaines activités pouvaient être menaçantes vis-à-vis des milieux naturels. Et au-delà de ça, quelles étaient les possibles solutions qu'on pouvait mettre en œuvre avec eux, donc qu'ils deviennent vraiment nos interlocuteurs directs, qu'on puisse leur apprendre des choses et que eux s'engagent à apprendre des choses à leur clientèle et à faire respecter les milieux naturels, notamment à travers ne pas jeter des déchets n'importe où, ne pas se promener n'importe où, ne pas cueillir des espèces quand on ne sait pas si elles sont protégées, enfin tout type de choses comme ça. Je vais vous prendre un cas concret justement en Camargue. On voit beaucoup de 4x4 qui organisent des balades sur la journée. Alors bien sûr, ils ont une aura, ils disent je vous arrête chez un manadier, chez un exploitant, mais enfin c'est du diesel qui circule, alors comment vous gérez ça? Alors effectivement, nous, dans l'action un peu innovante, on a admis tout le monde puisqu'on ne voulait pas faire de ségrégation comme pourraient le faire certains labels qui disent « bah non, je veux pas des 4x4, c'est trop polluant ». Donc nous, on a justement pris ces 4x4 parce que l'originalité, c'est de pouvoir montrer que même une activité qui paraît dégradante peut ne l'être moins qu'une activité qu'on pense bien. Les 4x4 aujourd'hui qui s'engagent avec nous, ce sont des 4x4 qui s'engagent à respecter les chemins, respecter les vitesses, respecter les autres usagers qui pratiquent d'autres activités.
Il y en a même qui s'engagent, nous on leur impose rien, mais qui se sont engagés par rapport au diesel et à la pollution, on va dire, du moteur, dans des pratiques de compensation. Vous savez, il y a beaucoup d'associations où on peut racheter son CO2, donc pour des missions après de restauration écologique, etc. Donc 2 de nos prestataires sont là-dedans. Donc ils ont vraiment cette démarche de montrer aux gens que c'est une autre forme de tourisme qui répond à une demande, puisque certaines personnes souhaitent le faire en 4x4 et ne peuvent pas le faire ni en vélo, ni en cheval, ni à pied. Mais qu'en même temps, dans leur démarche, ils vont essayer de respecter au mieux le milieu naturel. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, hein, mais ceux qui s'engagent dans nos démarches sont comme ça. Donc ce sont des gens qui jouent le jeu, ils ne font pas simplement semblant pour des raisons économiques, des bénéfices, mais ils jouent vraiment le jeu, ils ont cette ouverture. A priori, on espère. On est vraiment sur les valeurs. Donc, on a peu de moyens de contrôle, mais bon, on a tout ce que disent les autres. On a les prendre sur le fait, et s'ils ne respectent pas, à ce moment-là, on peut les mettre à part. Mais aujourd'hui, ce sont des personnes, des valeurs qui s'engagent dans des valeurs et morales, on va dire. Vous dites prendre sur le fait. Vous avez des agents qui circulent constamment sur ces sites ? Alors, on n'a pas directement d'agents. Enfin, il existe des agents type les agents du Conservatoire du littoral, des gardes du littoral, qui, eux, sont missionnés pour justement faire respecter la réglementation. Après, nous, au travers du réseau d'acteurs qu'on a monté qui s'engagent, on fait en sorte que si on les croise en infraction, on puisse tout de suite... on n'a pas de verbalisation ni de... Oui. Voilà, mais on peut les... Ludovic ? Oui, juste pour revenir sur la gestion de la fréquentation, en fait, effectivement, il peut y avoir des problèmes posés par les véhicules à moteur motorisé, comme les 4x4, mais il faut aussi identifier d'autres problèmes, comme les sports nautiques. On prend l'exemple du kitesurf, qui est un sport qui se développe énormément à l'heure actuelle sur les lagunes, et qui peut avoir un très fort impact sur les populations de l'arolimicole nicheur. Donc l'arolimicole, c'est tout ce qui est mouette, sterne, avocette et chasse, puisque ce sont des espèces qui nichent à même le sable en bord de plage, et la fréquentation engendrée par ces activités nautiques, ça peut être aussi les gens qui accostent en canoë ou les planches à voile, peut avoir des répercussions sur ces colonies-là, oui, tout à fait. Après, juste au niveau des actions qui sont mises en place, Pauline a parlé du Conservatoire du littoral. Effectivement, le Conservatoire du littoral est un organisme d'État qui a pour vocation d'acheter des terrains sur le littoral français pour les protéger des différentes menaces, et notamment les zones humides, et qui a tout un panel de moyens, notamment les gardes du littoral, qui sont amenés à surveiller les sites sur notre littoral. Alors, vous coordonnez beaucoup de gens, ça ne doit pas être très facile. Donc, pour les motiver, j'imagine que vous êtes amené à chercher de nouveaux moyens de valorisation. J'imagine que vous êtes amené à être, vous, peut-être plus inventif, plus imaginatif que vos interlocuteurs. Chacun développe, on va dire, son panel d'outils de sensibilisation. D'ailleurs, on citera notamment un exemple très concret, le véhicule itinérant, par exemple la Haute-Chelle, Oui. qui est un véhicule pédagogique qui vise à sensibiliser le public et justement à délivrer l'aspect bonne pratique pour le public et donc de respect des milieux humides. Nous avons donc ce type d'outils, et puis il existe aussi un panel d'exposition, et en effet les gestionnaires prennent complètement parti à la construction de ces outils Et alors, pédagogiques. lorsque vous avez des panneaux d'information, d'explication, est-ce que les gens les lisent vraiment ? Alors nous, dans le cadre du live pour la gestion de la fréquentation, on a fait effectivement une grande campagne de panneaux posés à de bons endroits pour qu'ils guident les gens sur les bons chemins et évitent que les gens divaguent ailleurs sur les espaces protégés. Et au grand étonnement, parce qu'en général sur la plage, c'est souvent des gens qui vont à la plage, ils regardent pas les panneaux, on a vu cet été les gens s'arrêter, poser leur panier, poser leur parasol devant le panneau et le lire. Je pense que si le panneau est attractif à l'œil, il va être lu. On lira pas tout parce que souvent il y en a trop, mais on lira le minimum. C'est pour ça que des messages poignants forts comme ne jetez pas vos déchets ou ne divaguez pas dans les milieux qui sont protégés par des barrières passent très bien. Et c'est vrai que cette année, nous on a vraiment été étonnés, mais si les gens lisent bien les panneaux d'information, s'ils sont au bon endroit et bien conçus. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de combien ça coûte tout ça ? Est-ce qu'on a une idée du volume global du financement de toutes ces démarches. À l'échelle d'un site, je pense qu'on peut y répondre, mais pas, difficile de Bon, chiffrer mais sur... si c'est possible à l'échelle d'un site. Mais nous, sur les Salines, par exemple, c'est en gros 400 000 euros par an. Et qui financé par les collectivités, par les projets européens.
C'est financé à la fois par les collectivités, donc régions, départements, conservatoire du littoral, État, une partie par l'Europe dans le cadre du projet LIFE, la nature, puisqu'on a eu des travaux qui ont été financés par l'Europe, et également des mécènes privés qui peuvent être... Ça, vous pouvez trouver des sponsors. Voilà, des fondations d'entreprises qui, pour nous, sont vraiment très très utiles, qui nous permettent de venir compléter certains budgets, ou sur certains programmes, on doit trouver une part d'autofinancement et une part de subvention, et le fait de pouvoir utiliser les mécènes privés, c'est vraiment utile. Alors, ces programmes sont souvent définis dans le temps. Qu'est-ce qui se passe? Vous mettez en place quelque chose, le programme s'arrête, et qu'advient-il de ce que vous avez mis en place, du suivi, de la pérennité de vos opérations? La plupart du temps, nos programmes, effectivement, sont des missions, donc avec une durée un peu déterminée, où les financeurs s'engagent pour une durée déterminée et un résultat. Mais souvent, chaque mission va entraîner, par effet boule de neige, d'autres idées, d'autres innovations qui sont issues des résultats et de la volonté de poursuivre, qui peuvent venir des acteurs ou de nous-mêmes. Et en fait, très souvent, en fonction de la pertinence des résultats, en fonction de la pertinence de la poursuite vers une nouveauté ou vers quelque chose qui doit, on va dire, grandir, les partenaires financiers nous suivent. S'il est avéré que non, il n'y a pas de résultats concrets, souvent ils les arrêtent, mais c'est rarement le cas. On arrive effectivement à montrer, quand les choses fonctionnent bien, qu'il est essentiel de continuer. Et alors, est-ce que ça fait vraiment boule de neige? Est-ce que vous voyez de plus en plus de professionnels qui vous rejoignent? Est-ce que vous voyez de plus en plus de gens, de moins en moins de dégradation? Est-ce que vous avez l'impression que dans l'esprit des gens, enfin dans l'attitude des gens, tout ça, ça avance? Globalement, on a plutôt, depuis ces dernières années, une prise de conscience assez forte, on va dire, au moins des habitants, de leur patrimoine. Parce qu'à force de ressasser, à force de leur aménager des sites en leur expliquant pourquoi et comment il faut protéger, on sent une appropriation parce que c'est quand même leur site et c'est là où ils habitent. Par rapport au tourisme, c'est délicat. Il y a plusieurs types de tourisme. Il y a du tourisme où effectivement on essaye d'apprendre sur le territoire et donc on comprend qu'il est fragile et on a quand même toujours des persistants qui ne pensent qu'à eux et qui viennent là pour profiter et qui font pas forcément attention à leurs actions. Mais dans l'idée, moi je dirais que c'est plutôt positif et que ça avance dans le bon sens. Alors, vous êtes optimiste, tant mieux. Et c'est justement le but de ces journées mondiales des zones humides que de faire la sensibilisation à grande échelle. Alors, elles commencent, je le rappelle, samedi prochain, le 28. Elles vont se poursuivre jusqu'au 5 février avec de nombreuses opérations. Qui m'en parle? Je vais vous en parler puisqu'on coordonne en fait ces journées mondiales à l'échelle méditerranéenne. Donc le pôle Relais Lagune en fait reprend l'ensemble des animations proposées donc par nos partenaires, gestionnaires de sites et autres structures d'éducation à l'environnement qui travaillent sur ces zones humides méditerranéennes. Nous proposent leurs animations, on les compile justement dans le programme donc on met en place chaque année à cette période-là. Donc autour, en fait, ça encadre la date du 2 février, qui est la date anniversaire de la fameuse journée. Oui. Voilà, donc nous, en fait, on a extrapolé aux journées, au pluriel, Journée mondiale des zones humides. Donc tout ce programme se retrouve sur le site web du pôle Relais Lagune, donc www.pôle.lagune.org. Je rappelle que vous retrouverez sur l'émission, lorsqu'elle sera podcastée, l'ensemble de ces sites. Voilà. Et également, il existe le portail national Zones humides qui relaie, alors là, toutes les animations Journée mondiale des zones humides à l'échelle nationale. Donc, il n'y a pas que le méditerranéen. Donc là, c'est une ampleur... alors, soit on va sur le site pour voir les manifestations, soit on se procure ce catalogue, ce programme. On se le procure où? Alors, justement, auprès de nos gestionnaires de sites lagunaires. Alors, vos gestionnaires de sites lagunaires, on les trouve où? Alors, pour le syndicat mixte de la Camargue ardoise, en fait, on a aussi un centre, on appelle ça le centre de découverte du Scamandre, qui est notre site qui permet, c'est une réserve naturelle régionale qu'on a ouverte au public pour pouvoir sensibiliser le public et les scolaires. Et ici, du coup, on fait de l'accueil permanent quasiment toute la semaine, sauf le week-end. Et donc, il faut déjà aller sur un lieu pour avoir le programme. Ou nous appeler. On ne le trouve pas dans les offices du tourisme? Si, tout à fait. Voilà. Quand on nous a remis quand le pôle Relais Lagune nous a remis nos exemplaires du programme, on en a fait une distribution locale au niveau des offices du tourisme pour qu'il y ait un relais de l'information, évidemment. Alors, je crois que
au moins le 28 pour les Montpelliérains, mais peut-être va-t-il circuler dans la région. Il y a ce fameux véhicule de sensibilisation au sel. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce nom au sel? C'est l'oiseau en occitan. Voilà. Donc pour l'aspect un peu itinérant, c'était le bon mot en fait. Donc il sera présent sur la Comédie le 28 de 10h30 à 17h et donc présentera son panel d'outils de sensibilisation. Donc le tout public, voilà. Vous pouvez y aller en famille. Après, il va être itinérant dans... On le retrouve l'été sur les plages. On le retrouve en fait à plusieurs moments de l'année. Non, mais pendant ces 5 jours-là, il va... Non, pas sur vos sites en tout cas. Et non, je n'ai pas eu connaissance s'il avait un itinéraire. Donc il s'envole, il passe la journée sur la Comédie, puis il s'envole ailleurs. Alors, ce catalogue est très très bien fait parce que je vois qu'on retrouve les sites qui proposent des animations pour les enfants, on retrouve ceux qui permettent aux handicapés de participer. Les marches, il y a un petit peu la difficulté, s'il faut être entraîné ou pas. Il y a beaucoup de conseils pratiques pour pouvoir bien suivre. Et on vous dit finalement, qu'est-ce que, par exemple, vous, sur le site de Villeneuve, qu'est-ce que vous allez proposer de façon concrète ? Nous, on a une balade qui est organisée dimanche 29 de 14h30 à 16h30 avec une découverte du site. Donc, accompagné par un technicien du Conservatoire d'espaces naturels, les gens pourront découvrir le site des Salines de Villeneuve. Qu'est-ce que c'est qu'une zone humide? Pourquoi est-ce qu'il faut les préserver? Ils pourront observer la faune, la flore. Et on a également... Donc, il faut venir avec des jumelles? On prête des jumelles directement sur le site et on a également des longues vues pour permettre d'observer les oiseaux. Donc il faut juste venir bien chaussé, j'imagine, parce que comme on est dans les zones humides. Bien chaussé et bien couvert s'il y a du vent. Et juste aussi, on a un atelier pour les enfants, donc pour les 4-7 ans, le 5 février. Voilà. Alors je rappelle que c'est bien jusqu'au 5 février, ça ne fonctionne pas que pendant le week-end. Non, tout à fait. C'est dans la semaine. Nous, dans le cadre de ces Journées mondiales des zones humides au syndicat mixte de la Camargue gardoise, on a eu un événement un peu particulier puisque c'est l'inauguration du réseau des ambassadeurs du patrimoine. Donc ce sont nos fameux acteurs du tourisme qui se sont engagés dans des valeurs. Donc c'est plutôt on va dire très protocolaire, une inauguration avec une dégustation de produits du terroir. Mais par contre, le 2 février au soir, on propose au Centre du Scamandre une pièce de théâtre qui s'appelle Dans les bras du Delta, qui a sur le thème donc, du Delta du Rhône, donc qui fait partie des zones humides. Donc, comme vous le voyez, un très grand panel, une très grande diversité d'animations qui est proposée. Qui vont de sorties nature à des contes, à du théâtre, à des ateliers pédagogiques, et même jusqu'aux dégustations. Eh bien, on vous écouterait jusqu'au bout de la soirée. Malheureusement, les directs ont leurs exigences. Et donc, nous allons conclure. Je crois que vous nous avez bien montré l'importance de ces zones, source d'équilibre finalement dans tous les domaines. Et qu'il faut absolument préserver de l'effort qui est fait, mais un effort qui est bien tourné vers le tourisme, pour prendre les gens par la main et pour finalement associer que tout le monde puisse s'approprier ces sites. Donc, je vous remercie d'être venu nous faire partager votre passion, votre activité, certes, mais votre passion. Merci à vous. Merci. Je remercie Daniel Méli à la technique, ce qui est tout à fait exceptionnel pour nous. Merci infiniment. Et je vous remercie à nous de vous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous annonce que mardi prochain, le thème sera sur l'importance de la mémoire des faits pour se construire. Et ça sera animé par Michel Coupé. Bonsoir.